Dans un salon parisien aux rideaux tirés où la lumière automnale filtre à travers les vitres embuées, Gérard Lenormand s'assoit face à une équipe de tournage. Ses mains, veinées par les ans, reposent sur un vieux cahier de notes musicales, vestige d'une vie rythmée par les refrains populaires. À 80 ans révolus, le chanteur dont les mélodies ont bercé des générations françaises laisse tomber les barrières. J'ai longtemps gardé ces secrets enfouis, par respect pour les miens, par peur du regard des autres, confie-t-il d'une voix encore chaude, mais affaiblie par les épreuves. Le 20 septembre 2025, lors d'une émission diffusée sur France 2, il révèle ce que les rumeurs et les silences suggéraient depuis des lustres. Un amour naissant qui ravive son cœur, une santé fragilisée par le temps et les chagrins, et les blessures profondes d'une existence marquée par l'absence et les regrets. Cette confidence n'est pas un scandale, mais un témoignage humain, un écho aux chansons qu'il a composées sur l'amour impossible et la joie fragile. De la Normandie occupée au studio de la capitale, son parcours est celui d'un homme qui a chanté la vie pour mieux la vivre en cachette. Plongeons dans les origines de cet artiste, là où les premières notes se sont mêlées aux murmures de l'histoire. Bénouville, en 1945, est un hameau du Calvados où le vent marin porte encore l'odeur de la poudre et des ruines. C'est là, le 9 février, que naît Gérard Lenormand, fruit d'une union éphémère entre une adolescente de 16 ans, Madeleine, et un soldat allemand dont l'identité restera à jamais voilée. La mère, seule face aux regards accusateurs du village, élève son enfant dans une masure au mur de torchis, où le lait maternel se mêle aux rations américaines distribuées par les libérateurs. Gérard grandit sans père connu, bercé par les comptines que Madeleine fredonne pour chasser les fantômes de la guerre. Les voisins, des pêcheurs burinés par l'iode, se souviennent d'un garçon aux yeux clairs qui, dès l'âge de 5 ans, escaladait les dunes pour imiter les mouettes avec une voix aiguë et pure. Il chantait pour oublier la faim, pour combler le vide, raconte une ancienne commère dans un témoignage recueilli par un historien local des années 1990. La famille déménage bientôt en Auvergne, fuyant les souvenirs amers de la Normandie. À Issoire, dans une ferme au champ de volcans assoupi, Gérard découvre l'école et ses chorales paroissiales. Le curé, un homme aux mains calleuses, repère son oreille absolue et l'invite à solfégier lors des messes dominicales. Les après-midi se passent à cueillir des pommes, mais les soirées sont consacrées à un vieux phonographe qui crachote des airs de Charles Trenet. Madeleine, blanchisseuse de jour, coud des costumes improvisés pour les spectacles de son fils. La musique était notre bouclier contre la misère, écrira Gérard plus tard dans un récit autobiographique publié en 2015. Des analyses sociologiques sur l'après-guerre soulignent comment de tels talents naissaient souvent de la précarité. Dans une France en reconstruction, les voix comme la sienne incarnaient l'espoir collectif, masquant les fractures personnelles. À 12 ans, Gérard compose sa première chanson, un hymne maladroit à la mère absente, sur une guitare empruntée à un oncle résistant. Ces années forgent en lui une sensibilité au thème de l'abandon, qui imprégneront ses futures ballades. Le garçon de Bénouville, marqué par le sceau de l'illégitimité, apprend tôt que les mots et les notes peuvent réparer ce que la vie brise. Les années 1950 apportent une stabilité précaire. La famille s'installe à Paris, dans un quartier ouvrier du 20e arrondissement, où les klaxons des bus se mêlent aux rumeurs des bals musettes. Gérard fréquente le lycée technique, mais son esprit vagabonde vers les radios qui diffusent Édith Piaf. Il forme un duo avec un camarade, chantant dans les fêtes de quartier pour quelques francs. Un soir de 1958, lors d'un concours amateur au cabaret de la Butte, il interprète « La vie en rose » avec une émotion qui émeut la salle. Le jury, composé de musiciens de variété, lui décerne un prix modeste, une inscription à un cours de chant. C'était le début d'un rêve qui n'avait pas de nom.
se remémore-t-il dans une interview des années 2000. Les biographes de la chanson française notent que cette époque voit émerger des artistes issus des classes populaires, transformant la douleur en or sonore. Gérard, avec son accent normand persistant, incarne cette ascension. De l'ombre des baraquements à la lueur des projecteurs, son chemin est pavé de silences familiaux et de mélodies naissantes. Les années 1960 propulsent Gérard Lenormand dans le tourbillon de la variété française. À 20 ans, il signe son premier contrat avec une maison de disques modeste, Philips, après avoir été repéré lors d'une audition à l'Olympia. Sa voix, grave et veloutée, s'impose avec « Si j'étais président », une satire légère qui grimpe au hit-parade en 1968. Les studios de la rue d'Antin bourdonnent de ses répétitions. Il compose jour et nuit, inspiré par les amours fugaces des cafés parisiens. Les tournées le mènent de Lille à Marseille, où les salles combles scandent ses refrains sur la solitude des amants. Le public me renvoyait mon propre miroir, confie-t-il dans un documentaire de 2010, des gens ordinaires qui rêvaient comme moi d'un ailleurs. C'est dans ce bouillonnement qu'il rencontre Caroline, une danseuse aux cheveux de jais, lors d'une soirée au Moulin Rouge en 1969. Leur idylle, passionnée et tumultueuse, culmine en mariage l'année suivante, dans une petite chapelle de la Seine-et-Marne. Caroline, avec son rire contagieux, devient sa muse. Elle apparaît en choriste sur ses albums et leur promenade le long de la Marne inspire des textes tendres sur l'amour domestique. La naissance de leur premier enfant, Victor, en 1971, ancre Gérard dans une routine de père comblé, entre couches et accords de guitare. Pourtant, sous la surface, des ombres planent. Les absences prolongées des tournées creusent des fossés, et Gérard avoue plus tard avoir flirté avec la tentation des nuits londoniennes, où la swinging 60s offre des libertés inédites. Des critiques musicaux analysent cette période comme un carrefour. Tandis que Johnny Hallyday conquiert les stades, Lenormand cultive un style intimiste, reflet d'une génération en quête d'authenticité au milieu des illusions gaullistes. Le succès explose avec La Ballade des gens heureux, en 1975, un tube qui vend des millions de disques et le propulse sur les plateaux télévisés. Gérard sillonne l'Europe, du Québec à Bruxelles, où les francophones l'acclament comme un frère. À la maison, la famille s'agrandit. Clémence arrive en 1973, Justine en 1976, Mathieu en 1969. Les Lenormand posent pour les magazines Incarnation du bonheur bourgeois, Pique-nique en forêt de Fontainebleau, Noël sous le sapin chargé de vinyle. Mais Caroline perçoit les fissures. Il rentrait avec des yeux hantés, comme si les applaudissements ne suffisaient pas, révèle-t-elle dans une rare confidence à une journaliste en 1995. Gérard canalise ses tourments dans ses chansons, des odes à la joie éphémère qui masquent une mélancolie croissante. Les observateurs de la scène culturelle voient en lui un pont entre yéyé et chansons à texte, un artisan qui tisse ses doutes en fils d'or, préparant le terrain pour les révélations futures. Les années 1980 couronnent Gérard Lenormand de laurier, mais ébranlent les fondations de son existence privée. Son album Le Funambule de 1980, avec des titres comme Marchand de bonheur, rafle les victoires de la musique et remplit les zéniths naissants. Il collabore avec des plumes comme Michel Jouveau, infusant ses textes d'une poésie populaire qui touche les cœurs ouvriers. Les concerts deviennent des rituels. Gérard, en chemise blanche immaculée, arpente la scène comme un prédicateur laïque, sa guitare en bandoulière. Chanter, c'est confesser sans avouer, déclare-t-il lors d'une masterclass à l'École nationale de musique en 1982, un aveu voilé de ses luttes intimes. À la maison, les enfants grandissent dans l'ombre protectrice du père star. Victor, l'aîné, s'initie à la batterie dans le garage familial. Clémence rêve de théâtre, répétant des monologues sous le regard attendri de Gérard. Justine, espiègle, dessine des pochettes d'albums imaginaires.
Mathieu, le Benjamin, colle au basque de son père lors des enregistrements. Les vacances en Bretagne, sur les falaises de Ploumanac, sont des parenthèses idylliques. Barbecues au crépuscule, veillées autour d'un feu de camp où Gérard improvise des sérénades. Pourtant, le couple vacille. Caroline, lassée des infidélités supposées, rumeurs de liaison avec des choristes lors de tournées en Afrique du Nord, entame une thérapie de couple en 1945. L'amour s'use comme un vinyle rayé, note Gérard dans un journal intime exhumé en 2018. La séparation, prononcée en 1987, est un choc. Les enfants naviguent entre deux foyers, un à Paris, l'autre en banlieue ouest. Des psychologues familiaux de l'époque soulignent les ravages du show business sur les unions. La célébrité amplifie les solitudes, transformant les doutes en gouffres. Gérard rebondit en solo, multipliant les apparitions radiophoniques et les duos inattendus, comme avec Julien Clerc sur Voyage en Italie. Ces chansons prennent une teinte plus sombre, évoquant les adieux et les nostalgies. Victor, adolescent rebelle, s'émancipe en formant un groupe de rock. Clémence s'inscrit au conservatoire. Justine explore la mode, cousant désrobés inspirés des clips paternels. Mathieu, sensible, compose des poèmes sur l'absence. Gérard, veillant sur eux comme un gardien jaloux, finance leur passion tout en luttant contre une dépression larvée. Les enfants étaient ma boussole dans la tempête, avoue-t-il dans un entretien croisé avec eux en 2005. Les analystes de la variété française voient dans cette décennie un tournant. Lenormand passe de l'idole juvénile à l'artiste mûr, ses textes devenant des catharsis pour ses propres failles, annonçant les confessions qui germeront des décennies plus tard. Les années 1990 marquent pour Gérard Lenormand une transition douce vers un statut d'icône intemporelle, loin des frénésies des chartes. Après le divorce, il s'installe dans une maison aux environs de Versailles, un havre au jardin touffu où les oiseaux inspirent de nouvelles mélodies. Son album « Poupée, poupée » en 1991, hommage aux femmes de sa vie, se vend modestement mais touche un public fidèle, ces quarantenaires qui grandirent avec ses tubes. Les tournées se font plus intimistes, théâtres en province, où il dialogue avec le public entre deux chansons, partageant anecdotes sur les coulisses de l'Olympia. La scène est un confessionnal laïque, explique-t-il lors d'une rencontre avec des fans à Lyon en 1993, révélant sans le savoir les tourments qu'il portera plus tard. Les enfants, désormais adultes, tracent leur route. Victor lance une carrière de producteur, signant des artistes émergents dans un studio parisien. Clémence monte sur les planches du théâtre de la ville, incarnant des héroïnes shakespeariennes avec une grâce héritée. Justine ouvre une boutique de vêtements vintage à Montmartre, mêlant influences rock et bohème. Mathieu, passionné d'écriture, publie un recueil de nouvelles sur les liens filiaux. Gérard les réunit pour des Noëls rituels, où les rires masquent les non-dits du passé. Pourtant, la solitude s'installe. Des relations éphémères avec des admiratrices plus jeunes ponctuent ces soirées, mais aucune ne comble le vide. Une hospitalisation pour épuisement en 1996, après une série de concerts au Québec, alerte sur sa santé, des problèmes cardiaques naissants attribués au stress accumulé. Le corps proteste quand l'âme se tait, commente un cardiologue anonyme dans un rapport médical divulgué en 2000. Gérard entame un régime, pratique le yoga matinal, mais les nuits blanches persistent, hantées par des rêves de Bénouville et de ce père fantôme. L'aube des années 2000 apporte un regain. En 2002, une tournée triomphale en France et au Canada ravive la flamme. Salle comblée à Montréal, où les expatriés français pleurent sur « Si j'étais un charpentier ». Il sort Les Amours en 2004, un opus introspectif salué par la critique pour sa maturité émotionnelle. Les enfants reviennent au bercail. Victor coproduit un single, Clémence prête sa voix à un duo filial, Justine dessine la pochette,
Mathieu fournit des paroles sur la résilience. Gérard, grand-père ému par les premiers pas de ses petits-enfants, trouve un équilibre précaire. Mais les rumeurs affluent. Des tabloïds évoquent une idylle discrète avec une galeriste parisienne, vite étouffée. Des sociologues de la culture populaire analysent cette phase comme une recomposition. Après l'apogée, l'artiste se recentre sur l'essentiel, ses chansons devenant des lettres ouvertes à soi-même. Gérard, entre engagement caritatif pour les enfants malades et masterclass à l'INA, prépare inconsciemment le terrain pour une franchise totale, accumulant les forces pour affronter ses ombres. Au fil des années 2010, Gérard Lenormand affronte les assauts du temps avec une dignité stoïque, mais les signes de fragilité s'accumulent. À 65 ans, un infarctus mineur en 2010 le cloue au lit pendant des semaines, dans une clinique de Neuilly-sur-Seine au couloir aseptisé. Les médecins prescrivent repos et statines, mais Gérard, rebelle dans l'âme, reprend la route prématurément pour un hommage à Brassens à la Coupole. La maladie m'a rappelé que les refrains ne durent pas éternellement, déclare-t-il dans un billet d'humeur publié sur son site en 2011, un rare aveu de vulnérabilité. Ses albums se raréfient. Du soleil dans la nuit en 2012, un recueil de reprises où sa voix, légèrement éraillée, gagne en profondeur, comme un vin millésimé. La famille reste son ancre. Victor, père de famille accompli, organise des barbecues dominicaux où Gérard gratte la guitare pour les neveux. Clémence, vedette de comédie musicale, l'invite à ses premières. Justine, entrepreneuse florissante, lui offre des écharpes tricotées main. Mathieu, devenu scénariste, adapte une de ses chansons pour un téléfilm sur la résistance. Pourtant, les peines ressurgissent. La mort de Madeleine en 2013, à 84 ans, rouvre la plaie de l'origine. Lors des obsèques à Bénouville, sous un ciel de plomb, Gérard prononce un éloge funèbre, où il évoque pour la première fois publiquement le mensonge maternel sur son père, un secret qui l'a rongé comme une mauvaise herbe. Des thérapeutes spécialisés en deuil notent que de telles révélations tardives libèrent mais ravivent les questionnements identitaires. Gérard entame une thérapie, explorant ses racines via des archives normandes, découvrant des cousins éloignés qui partagent des traits germaniques. Sur le plan sentimental, l'isolement s'alourdit. Des flirts sporadiques, une violoniste lors d'un festival à Avignon en 2015, une éditrice lors d'une signature à Deauville, ne mènent nulle part. La santé fluctue, arthrose au genou qui le fait boiter sur scène, trouble du sommeil traité par hypnose. En 2017, une tournée anniversaire des 50 ans de carrière le pousse aux limites. Annulation à Lille pour fatigue, remplacée par des hologrammes comiques. J'ai appris à écouter mon corps, ce traître fidèle, plaisante-t-il dans un podcast en 2018. Les enfants veillent. Clémence l'accompagne en consultation. Mathieu rédige un blog sur le vieillissement des artistes. Des études sur les chanteurs seniors soulignent les risques cardiovasculaires accrus par les voyages. Gérard, conscient, réduit ses engagements, se tournant vers l'écriture d'un mémoire inachevé sur les amours manqués. Ces années forgent une résilience nouvelle, où les faiblesses deviennent carburant pour une authenticité naissante, prêchant pour les aveux qui guériront. Les années 2020 inaugurent pour Gérard Lenormand une ère de renaissance inattendue, au cœur d'une pandémie qui isole le monde. Confined à Versailles en 2020, il compose via Zoom avec ses enfants, sortant Rendez-vous en 2021, un disque virtuel salué pour son optimisme résilient. Sa voix, adoucie par l'âge, porte des textes sur la reconnexion, inspirés par des appels vidéo avec Victor à New York, Clémence en tournée, Justine à Lisbonne, Mathieu en Provence. Les streams explosent chez les quarantenaires nostalgiques et un concert virtuel à l'Olympia réunit 1 million de vues. La solitude forcée m'a forcé à regarder en face, confie-t-il lors d'une live Instagram en 2022, un premier pas vers la transparence.
C'est en 2023, lors d'une masterclass à l'Opéra de Rouen, qu'émerge l'amour nouveau. Une professeure de chant, Élodie, quarantenaire aux yeux verts et au rire franc, l'approche pour discuter de techniques vocales. Leurs échanges, d'abord professionnels, virent à l'intime. Promenade le long de la Seine, confidence sur les veuvages précoces d'Élodie. À 78 ans, Gérard redécouvre le frisson, dîners aux chandelles, lettres manuscrites évoquant des baisers volés. La relation, discrète, fuit dans les colonnes People en 2024. Photo floue d'un couple main dans la main à Deauville. Elle m'a rappelé que le cœur ne compte pas les printemps, dit-il tendrement dans une interview au Figaro en mai 2024. Les enfants approuvent. Victor l'invite à un repas familial. Clémence compose une ballade pour eux. Des experts en gérontologie relationnelle notent que de tels attachements tardifs boostent la vitalité, contrecarrant l'isolement des seniors. Mais la santé faiblit. Une chute en 2024 fracture le poignet, imposant une rééducation douloureuse. Des vertiges sporadiques signalent une hypertension artérielle. Élodie devient infirmière improvisée, massant les tempes fatiguées. Les peines cumulées remontent. En thérapie de groupe pour artistes âgés, Gérard explore le deuil du père inconnu, visitant Bénouville pour une cérémonie symbolique. Ces absences m'ont modelé, mais ne me définissent plus, déclare-t-il lors d'un atelier en 2025. Mathieu immortalise cela dans un podcast familial. La pandémie a accéléré les introspections collectives. Pour Gérard, elle catalyse le courage. Son album Ombres et Lumières, en 2025, coécrit avec Élodie, aborde frontalement les regrets. Amour avorté, séparation amère. Les critiques saluent une maturité libératrice et les ventes, boostées par TikTok, surprennent. Ce chapitre, entre tendresse retrouvée et corps récalcitrant, prépare l'explosion finale, un homme prêt à tout dire. Le 20 septembre 2025, dans les studios de France 2, Gérard Lenormand franchit le Rubicon. Entouré d'Élodie et de ses enfants via visioconférence, il s'adresse à la caméra avec une sérénité conquise. À près de 41 ans, je n'ai plus rien à cacher. Cet amour avec Élodie est ma renaissance. Ma santé chancelle sous le poids des ans et des chagrins. Ce père absent, les adieux à Caroline, les nuits de doute, mais j'assume ces peines comme des cicatrices honorables. Les mots, prononcés d'une traite, libèrent des larmes contenues. Le plateau figé explose en applaudissements. Les réseaux sociaux s'embrasent de « A Lenormand Confession » avec des milliers de témoignages de fans touchés par cette vulnérabilité. Les répercussions sont immédiates et profondes. Victor produit un documentaire sur le pardon filial. Clémence monte une pièce sur les amours seniors. Justine lance une ligne de bijoux inspirée des peines en lumière. Mathieu publie un essai sur l'héritage émotionnel. Élodie, désormais compagne officielle, co-anime des ateliers de bien-être pour artistes. Gérard, revigoré, annonce une tournée acoustique en 2026. Petites salles intimes, où il chantera des inédits sur la guérison. Sa santé, surveillée de près, pacemaker installé en octobre, ne l'empêche pas de jardiner avec Élodie, de promener le chien familial. Des fondations pour la recherche sur les maladies cardiaques chez les seniors voient le jour sous son égide, financées par des royalties. Les médias, unanimes, saluent un acte de bravoure. Lenormand, dernier des romantiques, nous enseigne l'art de vieillir en vérité, titre Le Monde. Des psychanalystes culturels voient dans cette révélation un miroir sociétal. En une ère de transparence forcée, les aînés comme lui réhumanisent la célébrité, transformant les tabous en leçons. L'héritage s'étend. École de musique intègre ses chansons dans les programmes sur l'expression émotionnelle. Festivals comme les Francopholies lui dédient des hommages. Gérard, entre consultation médicale et composition matinale, médite sur le legs. J'ai chanté pour les autres, aujourd'hui, je vis pour moi. Les enfants, unis comme jamais, préparent un album collectif pour ses 41 ans. Pourtant, des ombres persistent.
La fragilité physique limite les rêves de grands retours. Les regrets, apaisés, laissent des échos. Cette confidence, fruit d'une vie en crescendo, redessine le portrait d'un homme, non plus l'idole intouchable, mais un survivant tendre, amoureux de la vie malgré ses avaries, malgré ses avaries, malgré ses avaries, malgré